Bonsoir de nouveau. Alors nous avançons avec l'actualité des tumeurs digestives et j'ai le grand plaisir d'accueillir le docteur Antoine Holbeck qui va donc faire ça comme un solo et nous montrer toutes les actualités de l'ASCO. Nous t'écoutons. Merci Laurence. Donc, en ce qui concerne les tumeurs digestives, on va commencer avec les cancers de l'estomac localisés et parler de l'essai ESOPEC. Donc, dans les cancers de la jonction œsogastrique, donc comme son nom l'indique, entre l'œsophage et l'estomac, donc il y a la jonction œsogastrique et il existe deux standards de traitement possibles pour traiter ces patients. Il y a soit la radiochimiothérapie, c'est sur la base de l'essai CROSS qui avait été publié en 2012. C'était une radiochimiothérapie 41 grés associée au carbotaxol suivie de la chirurgie. Et le deuxième standard qui existe, c'est de prendre en charge ces adénocarcinomes de la jonction œsogastrique comme des estomacs en réalisant donc 4 cycles de chimiothérapie par flotte avant la chirurgie, opérer les patients avec la gastrectomie et réaliser ensuite 4 cycles de chimiothérapie par flotte en post-opératoire. Donc l'objectif de cet essai est de comparer ces deux stratégies. Donc, vous voyez ici les critères d'inclusion, c'était des adénocarcinomes donc de la jonction œsogastrique qui étaient soit T1N+, ou plutôt T2 à T4, N0 ou N+. Les patients étaient randomisés donc entre le bras avec la chimiothérapie par flotte ou le bras avec la radiochimiothérapie. Et l'objectif principal était de regarder la survie globale. Alors je vais passer rapidement sur les caractéristiques. Il y avait à peu près 220 patients dans chaque groupe. C'était bien réparti et c'était quand même majoritairement des grosses tumeurs qui étaient T3, T4 pour à peu près 80% des patients. Alors, premier enseignement de cette étude, c'est que les patients, en termes de faisabilité, arrivent plus fréquemment à avoir la chimiothérapie plus que la radiochimiothérapie. Vous voyez, traitement néoadjuvant débuté, 94% dans un groupe, 90% dans l'autre. Mais quand on regarde le traitement néoadjuvant complet, pour la radiochimiothérapie, on chute à peu près à 2/3 des patients contre 87% dans l'autre groupe. Donc on voit que c'est plus facile d'administrer la chimiothérapie plutôt que de faire une radiochimiothérapie. Maintenant, quand on va dans le groupe flotte, donc pour la chimiothérapie post-opératoire, on le sait, chaque fois administrer les traitements en post-opératoire, c'est toujours plus compliqué et on chute à finalement un patient sur deux à peu près qui a l'ensemble de la séquence chimiothérapie, chirurgie, puis chimiothérapie. Donc voilà les résultats principaux de cette étude, donc avec la courbe en rouge qui est la courbe flotte de chimiothérapie périopératoire, et on voit donc qu'il existe un bénéfice à donner de la chimiothérapie périopératoire par rapport à la radiochimiothérapie schéma type CROSS. Vous voyez que la survie globale médiane est de 66 mois dans le bras flotte contre 37 dans le bras CROSS. Et les taux de survie global à 3 ans et à 5 ans sont également en faveur du bras chimiothérapie par rapport à la radiochimiothérapie. Donc, que peut-on conclure de cette étude, de cet essai de phase 3 Cet essai est positif en survie globale en faveur de la chimiothérapie par flotte. Et donc, on peut considérer actuellement que c'est le nouveau standard. Je n'ai pas parlé des toxicités, mais en termes de faisabilité, c'est plus simple d'administrer la chimiothérapie et donc il faut considérer ça actuellement comme le standard de traitement. Alors il y a des petits bémols à cette étude, notamment dans le schéma CROSS, en fait, il n'y avait pas de traitement d'immunothérapie post-opératoire, mais en regardant l'étude, globalement, on considère qu'il faut considérer cette chimiothérapie périopératoire comme le standard. Donc ça a vraiment été un changement de pratique. Ça sera un changement de pratique. C'était en présidentiel, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Et donc ça va changer ? Ça va changer. Alors, on faisait déjà, je dirais, majoritairement plutôt de la chimiothérapie plus que de la radiochimiothérapie. Donc, c'est déjà un petit peu ce qu'on faisait, mais je pense que ces résultats changent les pratiques dans le sens où ça va diminuer le pourcentage de patients traités avec ce schéma CROSS à l'avenir. Ok. Quelles actualités dans le pancréas ? Alors, pancréas, les actualités sont malheureusement assez décevantes. Donc, j'ai quand même
évoqué ce cancer du pancréas qui est de plus en plus fréquent avec cet essai Giant. L'objectif de cet essai Giant était de regarder la tolérance à la chimiothérapie chez les patients âgés. La raison est la suivante. Dans les essais d'adénocarcinome du pancréas métastatique, la médiane des patients qui sont randomisés dans les études ne correspond pas toujours à ce qu'on voit dans la vraie vie. Dans l'essai Prodige avec le FOLFIRINOX, c'était 61 ans. Dans l'essai avec le Gemzar Abraxane, c'était à peu près 62 ans. L'essai Napoli 3, c'était avec le Nalirifox, c'était à peu près 62-64 ans. Et on a régulièrement des patients qui sont plus âgés et donc cette étude s'est concentrée sur les patients qui ont un adénocarcinome du pancréas métastatique de plus de 70 ans et l'objectif était d'évaluer la chimiothérapie par Naliri, donc 5FU plus Naliri, comparativement au Gemzar et Abraxane qui étaient modifiés dans ce schéma, c'est-à-dire que l'administration ne se faisait pas à J1, J8, J15, mais uniquement tous les 15 jours. L'objectif de cette étude était d'évaluer la survie globale. Alors, on va regarder les résultats de cette étude. Alors, on va passer rapidement sur les caractéristiques des patients pour voir déjà que ce sont des patients qui étaient quand même assez âgés, 77 ans de médiane, mais on a régulièrement ce type de patients. Et il y avait une stratification donc, qui était faite avec des patients de 70 à 74 ans ou 75 ans et plus. Voilà les résultats de survie de cette étude. On voit qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Les deux courbes sont tout à fait collées en termes de survie globale. Et un enseignement important, c'est qu'on voit que la survie globale de ces patients, elle est catastrophique. C'est-à-dire que plus de 70 ans, alors un détail que je n'avais pas mentionné, c'est que les patients avaient, sur le plan gériatrique, été considérés comme étant des patients avec une altération. Donc ce n'étaient pas des patients fit, mais on voit que les patients de 70 ans qui ont comorbidité sur le plan gériatrique ont des pronostics extrêmement sombres, 4,4 mois de survie dans le bras Gemzar Abraxane, 4,7 mois de survie dans le bras 5FU Naliri. Donc c'est très très loin de ce que l'on connaît, c'est-à-dire habituellement plutôt près de 9 mois avec le Gemzar Abraxane, pas loin de 12 mois quand on est avec du FOLFIRINOX. Donc vraiment, on voit que cette population est extrêmement difficile à traiter. Et quand on regarde si c'est, je dirais, l'âge ou plutôt les comorbidités qui influent, on voit que c'est plutôt les comorbidités. On voit que le PS est très, très corrélé à la survie. Vous voyez que les patients qui sont PS2, plus de 70 ans, avec une comorbidité gériatrique, survie globale 1,4 mois, donc clairement, il ne faut pas les traiter. Et vous voyez que de l'autre côté, sur la courbe sur les courbes de droite, entre 70 et 74 ans, le groupe, plus de 75 ans, il n'y a pas de différence. Donc l'âge n'est pas le critère le plus important étant l'état général des patients pour déterminer en fait la survie des malades. Donc à partir de cette étude, on voit que c'est une étude qui est négative. L'association 5FU Naliri n'est pas supérieure au Gemzar Nab-Paclitaxel. Alors en France, ça ne change pas nos pratiques parce que le Nab-Paclitaxel n'est pas disponible et pas remboursé dans les adénocarcinomes du pancréas. Donc on n'a pas véritablement de changement. Et chez ces patients, on va dire, on va garder, on va dire, la gemcitabine comme étant un standard quand les patients ne peuvent pas recevoir le FOLFIRINOX. Oui, pour les patients qu'on décide de traiter. Pour les patients qu'on décide de traiter, parce qu'effectivement, les résultats n'encouragent pas toute une partie de la population à être traitée, étant donné les survies globales qui sont assez catastrophiques. Ce qui avait également important à souligner, c'est qu'il y avait à peu près, il y avait un peu plus de 10% dans chaque groupe qui n'arrivaient même pas à débuter le traitement. Donc c'est quand même assez impressionnant, le pronostic est quand même très très sombre. On va passer maintenant au cancer du côlon. Donc les cancers du côlon localisés. Et là, je vais évoquer donc l'essai Néoprisme. Donc l'essai Néoprisme, c'est un essai anglais qui a évalué chez les patients qui ont un cancer du côlon de stade 2 ou de stade 3 MSI. Donc c'est important, l'intérêt du traitement par pembrolizumab. L'objectif était d'évaluer en fait ce traitement par pembrolizumab en néoadjuvant, donc avant la chirurgie. Donc les patients qui ont été inclus dans cette étude recevaient 3 cycles de pembrolizumab.
Alors, il y avait une subtilité, ils étaient divisés en charge mutationnelle élevée ou basse. Finalement, il n'y a eu qu'un patient dans la charge mutationnelle basse, mais dès qu'il y avait une charge mutationnelle élevée, c'est-à-dire quasiment l'ensemble des patients, ils avaient au moins 3 cycles de pembrolizumab. On attendait à peu près 4 à 6 semaines et les patients se faisaient opérer. Et après l'intervention, ils pouvaient éventuellement recevoir une chimiothérapie adjuvante par Folfox ou par Capox. Alors, quels sont les enseignements de cette étude ? Vous voyez que le taux de réponse pathologique complète en intention de traiter sur tous les patients, il était de 53%. Et quand on prend le taux de réponse pathologique complète per protocole, il est plutôt bon, il est 58%. Et quand on se met vraiment dans le groupe TMB-LV, c'est-à-dire quasiment tous les patients, il est de près de 60%. Donc 60% des patients, rien qu'avec le 3 cycles de pembrolizumab, on les met en rémission complète pathologique. Donc c'est assez impressionnant. Donc là, c'était les courbes de réponse qui étaient communiquées. Donc on voit que même les très grosses tumeurs, parce que les cancers MSI, c'est souvent des très volumineuses tumeurs, plutôt du côlon droit. On voit que même en cas de très volumineuses tumeurs, en fait, les taux de régression sont extrêmement forts. 60% encore une fois, de réponse complète. Les patients qui étaient N+, majoritairement derrière, deviennent N0. Et avec un suivi médian de près de 10 mois, il n'y a eu aucune rechute. Et d'après ces résultats, en fait, seuls 2 patients ont reçu un traitement adjuvant par de la chimiothérapie, c'est-à-dire que vraiment les cliniciens sont tous assez convaincus qu'il ne faut pas les traiter derrière par de la chimio et qu'en gros seul l'immuno-pré suffit. Alors c'est un peu un casse-tête de savoir une fois qu'ils sont opérés ce qu'on a à faire parce qu'il n'y a pas de standard actuellement. Et c'est vrai qu'on a envie plutôt soit de poursuivre l'immunothérapie, soit d'arrêter quand ils sont en réponse pathologique complète et uniquement de les surveiller. Donc ce sont des résultats qui sont très encourageants, qui sont attendus avec le pembrolizumab. On avait déjà des résultats, notamment dans le rectum, avec l'essai NICHE 2, où là c'était du nivolumab et de l'ipilimumab, mais qui donnait 68% de réponse complète. Et donc il y a des essais qui sont en cours, donc il faut essayer d'inclure les patients dans ces essais, notamment l'essai AZUR 2 avec le dostarlimab là, qui débute et qui permettra de confirmer ces données. Donc même si c'est de la comparaison indirecte, il faut du néoadjuvant dans la population sélectionnée. Et on ne sait pas aujourd'hui si ça sera un anti-PD1 monothérapie ou une stratégie PD1 CTLA4. Oui, exactement. Pour l'instant, on ne sait pas. L'impression, c'est que déjà, avec un anti-PD1, ça marche déjà très très bien. C'est encore mieux quand on fait la combo. Mais on ne sait pas exactement la durée, soit avant, soit après la chirurgie. Et rappelle-nous le pourcentage de MSI. Le pourcentage, là, c'était que des patients qui étaient... Non, dans la population générale. Dans la population générale, alors sur les côlons localisés, c'est à peu près 10-15%, donc c'est quand même pas rien. On a régulièrement des patients dans cette situation. Alors on va passer maintenant au côlon métastatique avec une étude extrêmement importante qui est l'étude TRANSMET, qui a été communiquée par René Adam de Paul Brousse. Donc c'est une étude qui avait pour objectif d'évaluer la transplantation hépatique chez des patients atteints de cancer du côlon métastatique hépatique exclusif. Donc les critères d'inclusion sont rappelés là sur la gauche, des patients jeunes, donc éligibles à la transplantation, avec un bon état général, avec des métastases hépatiques considérées par un groupe d'experts comme non ressécables, et surtout l'un des critères majeurs était de ne pas avoir du tout de maladie extrahépatique. Il y avait énormément d'examens pour s'assurer que les patients n'avaient absolument pas de maladie extrahépatique. Dans cet essai, donc, les patients pouvaient avoir reçu jusqu'à 3 lignes de traitement et avaient été exclus les patients BRAF parce qu'on sait qu'ils ont un très mauvais pronostic et un risque de rechute important. Les patients étaient randomisés entre le bras de transplantation hépatique ou la poursuite de la chimiothérapie. L'objectif primaire était de regarder la survie globale à 5 ans. Ils avaient évalué à plus de 50% cette survie à 5 ans dans le bras de transplantation hépatique. Donc je vais passer vite sur les caractéristiques des patients, juste pour dire que c'est des patients qui avaient plus de 20 métastases dans 50% des cas. Donc c'est quand même des patients qui sont très malades sur le plan hépatique, très lourdement également pré-traités. Ça, c'est le groupe de patients. Donc, vous voyez, 157 patients qui sont soumis au comité. Beaucoup sont exclus. Donc, ça, le message, c'est de dire c'est vraiment une petite
population, des patients qui sont extrêmement sélectionnés. Au final, il y en avait 94 qui ont été randomisés, 47 dans le bras transplantation plus chimio et 47 dans le bras chimiothérapie seule. Et à la fin, donc en pair protocole, 36 ont été transplantés. Et de l'autre côté, effectivement, il y a eu aussi des patients qui ont reçu des traitements qui n'étaient pas prévus. Et donc 38 ont reçu effectivement que la chimiothérapie seule. Alors je vais passer vite sur la toxicité pour m'intéresser donc à l'objectif principal qui est de la survie globale à 5 ans en intention de traiter. Donc là, c'est des résultats qui sont très impressionnants puisque la survie à 5 ans est de l'ordre de 57% quand on transplante ces patients contre 13% uniquement quand on poursuit la chimiothérapie. Et quand on s'intéresse donc au résultat à la pair protocole, c'est-à-dire les patients qui ont vraiment été transplantés, donc il y en a moins, mais 36 patients, leur taux de survie à 5 ans est de 73%. C'est énorme comparativement aux 9% de patients qui n'ont eu que la chimiothérapie. Donc c'est des résultats qui sont extrêmement impressionnants. Encore une fois, dans une population très sélectionnée. Il faut savoir qu'après la transplantation, il y a une proportion non négligeable, plus de 2/3 des patients qui vont récidiver. Mais finalement, comme ils sont suivis de très près, ces patients derrière ont à nouveau des chirurgies ou des ablations des lésions. Et là, avec un suivi médian de plus de 50 mois, il y avait encore 42% des patients qui étaient sans maladie visible. Donc, on constate que la survie est nettement augmentée. Donc, il faut maintenant, je pense, penser à cette possibilité, cette transplantation hépatique, encore une fois, chez ce sous-groupe de patients extrêmement sélectionnés. Alors Antoine, quand même une question, si tu reviens sur le diagramme, on voit qu'il y en a beaucoup malheureusement qui ne vont pas jusqu'à la transplantation parce qu'ils ont progressé dans le temps imparti jusqu'à la transplantation notamment. Donc il n'y a pas peut-être un phénomène de sélection, d'ultra-sélection de ces patients ? Alors il y a une ultra-sélection parce que déjà les 157 dossiers qui étaient soumis étaient déjà très sélectionnés par les groupes. Là-dessus, ils en retiennent 94. Effectivement, 36 sont transplantés. Il y avait un délai qui devait être dans les 2 mois en fait pour pouvoir être transplanté. Donc ils avaient un accès, je dirais, privilégié à la greffe. Et effectivement, il y a des patients qui ont été exclus pour progression ou pour découverte péropératoire de maladies tumorales extra-hépatiques. Donc oui, c'est une hyper-sélection des patients, mais je pense qu'il faut y penser, notamment chez les patients jeunes, bon état général, avec la maladie hépatique exclusive, non éligible à la chirurgie. Et l'autre message également important de cette étude, c'est, vous voyez, 157 patients sont soumis au comité, et en fait, il y en a 13 qui sont déjà considérés comme étant résécables par un groupe d'experts. Donc on voit aussi que quand on soumet les dossiers à des chirurgiens hépatiques, finalement, certains patients ont de la maladie finalement qui est éligible à la chirurgie. Donc c'est quelque chose que vous discuterez maintenant en RCP, assez tôt dans la maladie métastatique ? Alors, avant ces résultats, il y avait déjà eu un accès qui a été donné. En fait, l'étude avait déjà été un peu prolongée et on pouvait soumettre des dossiers. Donc c'est ce qu'on fait actuellement. Mais encore une fois, les patients sont très très sélectionnés. On n'en a pas à toutes nos RCP, mais on y pense effectivement à chaque fois. Je vais passer maintenant à l'essai Orchestra. Je vais aller vite pour cette étude. Donc ça, c'est un essai hollandais. L'objectif de cet essai Orchestra a été d'évaluer l'intérêt de la chirurgie de débulking. Comme on l'a dit, en fait, dans les cancers du côlon, on a pris l'habitude maintenant, dès que les patients sont opérables, de resséquer toutes les lésions métastatiques pour mettre le patient en situation R0. Et donc là, l'objectif de cet essai hollandais était de voir, après 2 mois de chimiothérapie par Folfox ou Capox, de randomiser ces patients, soit dans un groupe standard, qui était la poursuite de la chimiothérapie, soit de les mettre dans un groupe intervention, où là, l'idée était de réaliser une chirurgie de débulking avec plus de 80% des lésions resséquées. Je vais passer vite sur les caractéristiques. C'était des patients qui étaient très malades, qui avaient au moins 2 sites métastatiques. Et pour passer là aux résultats, qui sont, tout à l'heure on voyait que la chirurgie avait un intérêt, là qui sont extrêmement décevants. Donc ça remet un peu en cause parfois ce que l'on fait, puisqu'on propose beaucoup de chirurgie, beaucoup de destruction des lésions. On voit là dans cette étude qui est randomisée qu'il n'y a pas d'intérêt chez ces patients à réaliser une chirurgie de débulking. Donc d'après cette étude, pas de place pour une stratégie de débulking dans le cancer colorectal métastatique. C'est
pas ce qu'on fait. Sauf éventuellement, il faut regarder dans les sous-groupes, mais le foie, le poumon uniquement, pas de ganglion, pas de carcinose. Peut-être que ces patients tirent quand même peut-être un bénéfice. Mais donc il faut, je dirais, regarder cette étude dans les détails. Pour l'instant, ça ne va pas changer immédiatement nos pratiques, mais c'est quand même une étude qui pose question. Et brièvement, je vais évoquer les essais collision. C'était pour Lambros Tselikas qui me l'a demandé ce matin absolument d'évoquer cette étude, qui, dans les cancers du côlon métastatique, a évalué la place de la radiofréquence comparativement à la chirurgie. Donc, quand les patients ont peu de lésions, à chaque fois que les lésions sont de petite taille, on évoque la chirurgie, mais on évoque aussi la radiofréquence. Et donc là, les patients dans cette étude ont été randomisés entre les deux possibilités. Il y avait déjà une étude qui avait été faite comme ça à Gustave Roussy il y a une dizaine d'années, voire plus. L'étude a été arrêtée parce qu'il n'y avait pas de patients randomisés, parce qu'en gros, on orientait rapidement les patients vers la radiologie interventionnelle. Et là, ça confirme ces données, c'est-à-dire qu'en termes de survie globale, il n'y a pas de différence entre résection et ablation. Et en termes de toxicité, plutôt un profil plus safe de l'ablation par rapport à la résection. Voilà. Donc ça nous confirme encore une fois qu'un traitement percutané, finalement, peut très bien faire le job sur ces maladies-là et qu'on n'a pas forcément besoin d'aller à la chirurgie, ce qui est le standard que vous appliquez en RCP. En RCP, quand il y a peu de lésions et quand elles sont de petite taille, ça fait un petit moment maintenant qu'on utilise la radiofréquence. C'est vrai que la chirurgie est plutôt utilisée pour des lésions multiples, par exemple localisées tous dans le foie droit ou dans le foie gauche. Donc c'est-à-dire des traitements chirurgicaux qui vont être plus larges, qui vont emporter plus de métastases. Quand c'est vraiment des lésions uniques, la radiofréquence vraiment a toute sa place. Super, et merci beaucoup. On voit qu'en pathologie digestive, vous avez été très bon sur l'aspect multimodal, les séquences chirurgicales, de radiologie interventionnelle, le néoadjuvant. Donc bravo et merci. Merci à vous.